Tatimbi kiri nangumbe, aita o kiri nangumbe, timu pardon namba kiri nangumbe, itatimbi kiri nangumbe, itatimbi kiri nangumbe, aita o kiri nangumbe, timu pardon namba kiri nangumbe, itatimbi kiri nangumbe, titene siriri aga kiri nangumbe. Itao kiri nangumbe, tile krekotro kiri nangumbe, itatimbi kiri nangumbe, titene iyetereo kiri nangumbe, nakotano, nakotanio, nakotano, nakotanio, oka. Auditeurs et téléspectateurs, bonjour. Continuer les opérations de désarmement et de mobilisation en Centrafrique ou ne pas la continuer, cette situation divise le grand public en pro-DDR et anti-DDR. Ce, au lendemain de l'avènement de la coalition des patriotes pour le changement, en abrégé CPC. Pour répondre aux préoccupations légitimes de la population centrafricaine, nous avons invité sur ce plateau de DDR Magazine, capitaine des forces armées centrafricaines Guy Sylvain Goni, qui est directeur des opérations au sein de l'unité d'exécution du programme national de désarmement, de mobilisation, réintégration et rapatriement. Cette unité est pilotée par M. Samuel Totena, son coordonnateur général. À la conception et présentation, Jules Gauthier Mbap. Mon capitaine, au lendemain de l'avènement de la coalition des patriotes pour le changement en abrégé CPC, beaucoup de gens s'interrogent sur l'avenir du PNDDR en Centrafrique. Pensez-vous que le processus de DDR a encore de l'avenir? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Tout d'abord, je tiens à dire bonjour à vos auditeurs et vos téléspectateurs. Pour répondre à votre question, j'aimerais d'abord apporter une précision. Je suis le capitaine Guy Sylvain, directeur de centre de coordination des opérations du programme national de DDRR. À la question de savoir si le processus de DDR a un avenir, je dirais que nous sommes en train de conduire un programme qui est limité dans le temps. C'est un programme qui est limité dans le temps et que, au regard, n'est-ce pas, des contacts que nous avons, des entretiens ou des missions que nous menons avec les groupes armés signataires des accords de Bangui, nous estimons que ce programme va aller à son terme. Au regard, n'est-ce pas, de la volonté des autorités, n'est-ce pas, à trouver voies et moyens pour pouvoir ramener définitivement et véritablement la paix en République centrafricaine. Vous avez porté juste un rectificatif pour dire que vous êtes directeur du centre de coordination des opérations du DDR au sein de l'UMPDDR. Mon capitaine, alors, aujourd'hui, 14 groupes armés ont signé avec le gouvernement centrafricain dans le cadre du PNDDR 2 accords. Le premier, le 10 mai 2015, et le deuxième, pour ne pas dire le second, et le deuxième, le 6 février 2019. Dites-nous, mon capitaine, pourquoi ces deux accords ont-ils été signés et est-ce que ces deux accords sont-ils complémentaires? Oui, comme vous le savez, je le dis tout de suite que ces deux accords sont complémentaires. Vous remarquerez que dans les accords de Bangui de 10 mai 2015, n'est-ce pas, ça a précisé d'abord, ça a fixé, ça a défini, n'est-ce pas, la stratégie du DDR, ça a fixé les principes du DDR et ça a amorcé, n'est-ce pas, l'adhésion de ces groupes armés. À la suite, qu'est-ce que vous constaterez dans l'APPR? L'APPR est venue, n'est-ce pas, mettre le point, fixer des délais, fixer des conditions pour aller, n'est-ce pas, au désarmement. Et dans l'APPR, vous remarquerez dans ces articles 5 et 6 que même les groupes armés soulignent l'importance, n'est-ce pas, l'importance du programme national de DDR, n'est-ce pas, et que dans son article 17, que ces groupes vont aller, dans son article 6, que ces groupes vont aller de très bonne foi, n'est-ce pas, au DDR. Donc vous voyez que ces deux accords ne sont que complémentaires. De nos jours, ce qui intéresse le public, c'est le bilan des opérations menées depuis le 17 décembre 2018 à Pawa. Nous savons bien que c'est le chef de l'État qui avait lancé cette opération à Pawa. Mais aujourd'hui, mon capitaine, dites-nous combien de combattants ont été désarmés, combien d'armes de guerre ont été collectées? Je tiens à rappeler que les opérations sont orientées sur trois axes.
le premier axe, comme la stratégie des opérations l'a défini, c'est que nous avons subdivisé le pays en 4 grandes zones. C'est-à-dire, nous sommes appuyés sur la subdivision des zones de défense. Nous avons commencé les opérations, comme vous l'avez dit, le 18 décembre 2018 à Pawa, lancé par le chef de l'État. Et dans cette zone nord-ouest, nous avons eu à désarmer et démobiliser 1323 ex-combattants appartenant à 9 groupes armés. Alors, si je me permets de citer quelques-uns, il s'agit des 2 anti-Balaka, il s'agit de 2 ailes Sayo, il s'agit, n'est-ce pas, des 3 airs, il s'agit de l'UFRF, il s'agit du FPRC, en passant. Et après, nous nous sommes focalisés dans la zone nord-est où nous avons désarmé 1209 ex-combattants qui concernent les groupes armés FPRC, RTRC, le MLCJ et une partie de MPC dans cette zone. Ensuite, nous sommes revenus à Bangui, où nous avons eu à désarmer dernièrement 328 ex-combattants appartenant à l'UFRF, à l'UFR, ainsi que de la CDK Renové. Et au total, si nous faisons une somme, nous avons aujourd'hui 2860 ex-combattants désarmés au total. Nous avons collecté au jour d'aujourd'hui plus de 2000 armes de guerre confondues et plus de 30 000 munitions et explosifs que nous avons collectés, mis en sécurité, n'est-ce pas, dans un endroit bien sécurisé. Si on revient un peu en profondeur pour parler du PNDDR, alors dites-nous, quelles sont les offres ou bien les options que le PNDDR propose aux combattants des 14 groupes armés signataires qui ont accepté volontairement de se faire désarmer? Nous avons 3 options, 3 principales options. Nous avons d'abord la réintégration socio-économique qui nous tient vraiment à cœur parce que nous voulons à ce que les ex-combattants qui sont désarmés et démobilisés redeviennent des citoyens normaux qui puissent exercer dans le cadre de la République et puissent qui puissent se prendre effectivement en charge leur apprenant des métiers qui vont les servir dans l'avenir et pour qu'ils s'occupent d'eux-mêmes. Ensuite, nous avons également l'intégration dans les corps en uniforme, à savoir les forces armées centrafricaines, la gendarmerie, la police. Il y a d'autres domaines comme la douane et les eaux et forêts, bien entendu. Et nous avons également, n'est-ce pas, une dernière option qui est l'intégration dans les unités spéciales mixtes de sécurité. Et ça, c'est un arrangement sécuritaire issu de l'APPR entre les groupes armés et le gouvernement. Comme le chef de l'État l'a lancé le 22 octobre 2019 à voir. Donc, ce sont ces 3 options que nous présentons à nos ex-combattants et qui le feront de leur choix librement pour leur permettre, n'est-ce pas, de gagner normalement leur vie. Je souhaiterais savoir que les opérations de DDR se mènent. Alors dites-nous, capitaine, qui ou bien est-ce que c'est vous seul qui menez les opérations de DD sur le terrain ou bien qui est habilité à mener l'opération sur le terrain? Les opérations, nos opérations, comme vous le savez, sont menées par des équipes mobiles de désarmement. Et ces équipes sont constituées, une équipe mobile est constituée de différentes cellules. Et ces cellules contiennent des compétences et des spécialités différentes. Ce qui permet à la fin d'évaluer, n'est-ce pas, la capacité d'un ex-combattant à pouvoir, n'est-ce pas, à faire ou orienter vers les différentes options que j'ai précitées tout à l'heure. Avant de se dire au revoir, mon capitaine, je vous laisse le temps de conclure notre entretien par un appel à lancer au l'endroit des autorités, des partenaires techniques ou bien des leaders des groupes armés ou bien de la population d'une manière générale. Particulièrement, je m'adresserai à la population et aux leaders de groupes armés de saisir cette opportunité que le gouvernement, n'est-ce pas, ne cesse d'offrir pour que notre pays puisse retrouver le calme, la paix, et pour que chaque fils et fille de ce pays puisse vaquer librement, n'est-ce pas, à ses occupations. La paix n'a pas de prix, comme nous disons, et que nous avons ce qui nous divise est moindre par rapport à ce qui nous unit. Nous n'avons qu'un seul pays qui nous unisse et que cette voie, n'est-ce pas, pour pouvoir retrouver la paix, qui est le DDR, est la seule voie
pour ceux qui prennent les armes, à la population d'encourager ceux qui ont des armes de pouvoir intégrer, n'est-ce pas, ce programme pour le bien de notre pays. Donc à tous et à toutes, c'est une grande opportunité et une occasion, une chance, n'est-ce pas, que le gouvernement ne cesse de donner, n'est-ce pas, à ceux qui jusqu'à aujourd'hui ne comprennent pas, n'est-ce pas, l'importance de ce programme, de s'y associer, de saisir cette opportunité pour que un lendemain meilleur soit assuré pour nos frères et sœurs, pour nos enfants, hein, et pour le devenir de notre pays. Itatimbi kiri na ngumbe Aita o kiri na ngumbe Timu pardon namba kiri na ngumbe Itatimbi kiri na ngumbe Titene siriri aka kiri na ngumbe Ita o kiri na ngumbe Tile krekotro kiri na ngumbe Itatimbi kiri na ngumbe Titene iye tere o kiri na ngombe nakotana o nakotani o nakotana o nakotani o oka ita o kiri na ngombe Titene isongo kiri na ngombe Timanda mbeti njoni kiri na ngombe ai Ti waranjoni kusala kiri na ngombe Ti ngata mulenge ti kodro kiri na ngombe Monsieur Didas Didier Nzapakete, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comme a dit le capitaine Guy Sylvain Goni, pour les opérations de désarmement et de mobilisation, il y a toujours une équipe qui va être projetée sur le terrain pour mener à bien les opérations de désarmement et de mobilisation. Et parmi cette équipe, comme il a aussi dit, qu'il y a différents sous-cellules, il y a différents ateliers, et vous êtes aujourd'hui chef des équipes des armées, en même temps membre de cette équipe. Alors, nous allons avec vous parler de ce qu'on appelle le critère d'éligibilité au processus de DER, qui est le dépôt ou bien la remise d'une arme de guerre. Alors, dites-nous, quel type d'arme de guerre ou bien quel type d'arme attendez-vous recevoir des mains d'un combattant? Une arme de chasse, une arme de guerre, quel type d'arme? Merci monsieur le journaliste, c'est un plaisir de pouvoir répondre à vos questions ce matin sur les activités que nous menons dans le cadre du désarmement, démobilisation et réinsertion et rapatriement. Voilà, les armuriers reçoivent exclusivement que des armes de guerre. C'est très important que nous précisions cela pour tous les candidats qui prétendent mener les actions auprès du désarmement. Alors, nos actions sont orientées exclusivement que sur les armes de guerre. Nous ne prenons pas les armes de chasse. Nous ne prenons pas autre arme que celle de guerre. Donc, monsieur le journaliste, c'est très important que nous apportons cette précision à la population, à tous les ex-combattants ou à toute personne qui dispose à devers elle une arme, qui veulent enclencher ce processus, qui veulent entrer dans ce processus, et que ces personnes sachent qu'au niveau des armuriers, au niveau de la cellule dont j'ai la responsabilité, nous ne prenons en compte que les armes de guerre. Nous ne prenons pas les armes de chasse. Y a-t-il une différence entre armes de guerre et armes de chasse? Bien entendu, monsieur le journaliste, comme les noms le stipulent très clairement, une arme de chasse, ça veut dire ce que cela veut dire. C'est une arme que on utilise pour chasser les gibiers, pour ce genre d'activité. Alors, vous savez que notre pays a connu des moments difficiles depuis les années 2013, et plusieurs groupes qui ont constitué ces différents groupes armés ont utilisé des armes de guerre pour mener leurs activités. Donc c'est dans ce cadre aujourd'hui que le DDR, avec l'unité d'exécution, a fixé les règles, parce que c'est dans ce cadre-là que nous travaillons, c'est dans ce cadre bien défini, bien déterminé, et que nous menons nos activités. Donc nous ne prenons en compte que des personnes qui viennent vers nous avec des armes de guerre.
Une fois en possession d'une arme de guerre de main de combattants, qu'est-ce que vous ou bien votre équipe doit faire? Juste prendre cette arme, la ranger quelque part et puis c'est fini, ou bien vous avez des choses à faire sur cette arme? Vous savez, les armes de guerre, il y a un certain nombre d'actions que nous menons. Après que la personne se présente dans notre cellule, nous récupérons l'arme. Nous récupérons l'arme entre ses mains. Nous avons des contrôles, nous avons des inspections qui sont faites pour que cette arme ne constitue pas un danger. Vous savez, la plupart du temps, ceux qui manipulent ces armes ne sont pas des professionnels. Alors donc, nous prenons des dispositions pour sécuriser d'abord ces armes. Ensuite, ces armes sont prises en compte par d'autres techniciens qui font partie de mon équipe, qui les sécurisent, les démontent, voyez-vous, les démontent et les sécurisent pour leur acheminement. Souvent, si nous menons ces activités dans le pays, pour acheminer ces armes de ces points de collecte vers le point de gardiennage dans nos conteneurs, nous prenons donc en compte un certain nombre de principes de sécurité pour pouvoir transporter ces armes d'un lieu à un autre. Voilà un peu ce que ces armes ont-ils un numéro? Comment on peut identifier l'arme d'une autre? Il y a un numéro ou bien comment vous le faites? Bien entendu, les armes, lorsqu'elles sont fabriquées, on leur attribue des numéros. Alors donc, dans les activités que nous menons, c'est très important, parce qu'un individu qui amène son arme, nous devons identifier l'arme. Nous devons savoir si cette arme provient de quel pays, de quelle origine, quel est son numéro de série. Et tout cela nous permet donc de catégoriser ces armes. Parce que les armes varient, hein, elles sont catégorisées, elles sont par famille. Alors donc nous catégorisons ces armes, bien entendu, en relevant leur numéro d'identification, hein, que nous mettons dans nos bases de données. Et c'est grâce à ce numéro alors que nous pouvons avoir une traçabilité du lieu de provenance de cette arme. Cette arme a quitté quel pays pour arriver chez nous, pour se retrouver entre les mains de ce combattant. Et donc ça permet donc à nos responsables de savoir à peu près quelle quantité d'armes a été fournie dans cette guerre et d'où est-ce que ces armes-là sont provenues. Vous parlez de la famille des armes de guerre. Alors quelles sont ces familles-là? Armes, c'est comment vous le catégorisez voilà. Par famille? Ben, c'est simple de connaître, vous savez, les armes, nous avons des armes de poing, les armes légères, et nous avons également des armes de gros calibre. Vous voyez-vous, nous avons des mitrailleuses et ainsi de suite. L'artillerie. Alors, pendant nos collectes, nous nous retrouvons donc avec toutes ces catégories d'armes. Lorsque vous parlez, on parle couramment des Kalachnikov. Là, nous sommes dans la catégorie, la famille des armes légères. Voyez-vous, et ainsi de suite. Nous avons également l'artillerie. Là, nous allons des petits calibres au gros calibre. Alors donc, nos activités sont également fixées à pouvoir catégoriser ces armes pour pouvoir les prendre en compte. Vous êtes aujourd'hui sur le terrain pour les opérations DD et on vous voit toujours accompagné d'un élément de la MINUSCA. Alors dites-nous pourquoi ou bien quel est le rôle que joue la MINUSCA au sein de votre équipe? Vous savez qu'après les accords que le gouvernement a eus, il y a des partenaires qui accompagnent nos activités. Et la MINUSCA fait partie de l'un de ces partenaires très importants qui accompagnent nos activités. Et la MINUSCA ici constitue la communauté internationale. C'est la représentation de la communauté internationale. Donc leur présence à nos côtés est très importante. Non seulement pour valider les actions que nous menons, mais également pour la sécurisation de nos activités. Voyez-vous, aujourd'hui, la MINUSCA, comme je le disais tantôt, constitue une force multidimensionnelle et qui apporte également des soutiens en mobilité. Je parle là des véhicules et également des accommodations, c'est-à-dire lorsque nous arrivons dans un certain lieu, eux aussi nous donne la possibilité d'avoir des lieux de nous camper. Et donc la présence de la MINUSCA est très importante pour mener nos activités dans l'arrêt pays.
Nous remercions le capitaine Guy Sylvain Goni, directeur du Centre de coordination des opérations du DDRR à l'UMPDDR, et nous remercions aussi M. Didas Didier Nzapakete qui ont bien voulu venir sur ce plateau répondre aux préoccupations légitimes de la population en ce qui concerne l'avenir du DDRR au lendemain de l'avènement de la CPC en Centrafrique. J'avais bénéficié de l'appui et le conseil du coordinateur général de l'UMPDDR, Samuel Toatena, moi Jules Goutiengbapo, à la conception et présentation de ce magazine. Nous vous fixons un rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro DDRR Magazine. Itatimbi kiri na ngombe, aita o kiri na ngombe, timu pardon namba kiri na ngombe, itatimbi kiri na ngombe, titene siriri aga kiri na ngombe, ita o kiri na ngombe, tile krekotro kiri na ngombe, itatimbi kiri na ngombe.